Voilà, ce matin, pour la suite de ce chapitre sur l'outillage, on va aborder maintenant les outils spécifiques par machine. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder tout ce qui concerne le sciage. Donc là, dans les annexes, vous avez un dossier théorique plus une page d'exercice. Dans ce document, vous trouvez une première page sur le ruban, les pages 2 et 3 sur les lames de scie circulaires, et puis la dernière page, c'est une page d'exercice récapitulatif. Pour les contenus, je me suis inspiré d'un ancien support de cours, puisque dans vos classeurs, on retrouve ces informations, mais elles sont un petit peu dispatchées dans différents chapitres. Donc là, je vous propose de les centraliser sur ce document. La bonne vieille scie à ruban, l'ami fidèle des ateliers. Le ruban découvert et accessible de tous les côtés la rend cependant très dangereuse. Pour minimiser ce danger, nous pouvons déplacer verticalement la couverture. Contrôle régulièrement l'état de l'insert de la table et remplace-le si nécessaire. Lors du travail à la scie à ruban, il y a un risque qu'une pièce se coince et que le ruban sorte des volants ou même se casse. Veille donc toujours à ce que la pièce à travailler soit posée de façon sûre sur la table de la machine et retire-la avec prudence uniquement lorsque le trait de scie est ouvert. Voilà pour ce qui est des mesures de sécurité générale. Pour ce qui est des matériaux de coupe, les rubans de menuiserie que nous utilisons sont faits en acier outil, donc de l'acier allié, mais plus faiblement allié que l'acier rapide des toupilles. Ce terme acier laminé, le laminage, est une technique de fabrication qui consiste à faire passer de l'acier entre deux rouleaux et ainsi obtenir une fine épaisseur. Et les rubans qu'on utilise sont fabriqués de cette manière. Cette brame de 10 mètres de long sur 25 cm d'épaisseur va elle aussi passer entre les cylindres pour être écrasée et transformée en produits plats. Des plaques, des feuillards ou comme ici, une bobine de tôle de 1 km de longueur sur 2 mm d'épaisseur. On refroidit. Voilà. Un petit contrôle. Tout va bien. Ok. Les rubans de scierie, eux, sont renforcés avec du stellite. Le stellite, abréviation ST, est un matériau de coupe qui résiste particulièrement bien aux élévations de température. Et en scierie, lorsqu'on scie des grumes, le bois a tendance à serrer le ruban, à le faire surchauffer, et du coup on va utiliser ce matériau de coupe très spécifique. Sur cette vidéo, vous voyez des dents qui ont été stellitées, donc c'est une petite goutte de stellite qui vient renforcer l'extrémité de la dent. Du côté des types de rubans, on parle de rubans à champ tourné, les moins larges, ce qui permet de scier en courbe. Nos rubans standards font entre 15 et 35 mm de large. Sous l'effort de coupe, la pièce peut rapidement se tourner et te coincer les doigts. Tout d'abord, nous plaçons le poussoir avec encoche sur le guide. Nous abaissons ensuite la couverture sur la pièce à travailler. Nous préparons maintenant le poussoir. Tout est désormais prêt. Tu peux y aller. Attention en retirant la pièce. Et puis les rubans à dédoubler avec ces 200 mm de large, c'est clairement des rubans de scierie. Maintenant, au niveau des termes techniques, le cheminage ou l'avoyage désigne la partie pliée de la dent. C'est une dimension qui est à ajouter à l'épaisseur du ruban. Quelle est l'utilité du cheminage ? Bien, c'est comme sur une lame de scie circulaire, les dents sont toujours plus larges que le corps. Donc ici, les dents sont plus larges que le corps du ruban, et cela évite les frottements inutiles sur toute cette partie. Seuls les tranchants vont attaquer le bois. La valeur du cheminage pour un ruban standard, c'est l'épaisseur du ruban divisé par 3. Et puis pour un ruban à champ tourné, qui aura besoin de plus de place pour naviguer dans le bois, eh bien l'épaisseur sera multipliée par 2 et ensuite divisée par 3. Donc le cheminage d'un ruban à champ tourné est plus important que sur un ruban normal. De même que sur les rubans destinés au sciage des bois verts. Séance d'avoyage à la main. Comme tu dérègles pas la pince, hein, il y a autant de doigts d'un côté que de l'autre. Faut que ça soit juste, hein. Le chemin, c'est l'épaisseur du trait de scie, c'est le coup de scie. Donc c'est l'addition de l'épaisseur du ruban plus des deux cheminages.
des deux avoyages. Le pas, au même titre qu'un pas de vis ou que le pas d'usinage, c'est la distance entre deux dents, qui est souvent proportionnelle à la largeur du ruban. Si un jour vous êtes face à une scie à ruban puis que vous ne connaissez pas la longueur du ruban à commander, eh bien pour la calculer, on prendra la circonférence d'un volant, en fait c'est 2 demi-circonférences, plus 2 anthrax. Attention, lorsqu'on prend la dimension de cet anthrax, on monte le volant supérieur le plus haut possible pour avoir un anthrax maximum, mais attention, on le redescendra de 20 mm pour avoir par la suite 20 mm de marge pour mettre en tension le ruban que vous aurez monté sur la machine. Donc la formule, diamètre fois pi, une circonférence plus 2 anthrax, réduit de 20 mm. Pour définir l'épaisseur du ruban, on prendra le diamètre du volant qu'on divisera par 1000. Donc si j'ai un diamètre d'1 mètre, divisé par 1000, l'épaisseur de mon ruban fera 1 mm. Sur un ruban, on a un angle d'attaque positif, entre 5 et 10 degrés, et puis l'angle de bec vaut 60 degrés. Donc on pourrait réaffûter, donner un petit coup de lime manuellement. Regardons la scie circulaire à table. Mets toujours une protection auditive et enclenche l'aspiration. Avant de poursuivre, voici les principales règles de sécurité à respecter. Abaisse toujours complètement la cape de protection, sinon tu risques de graves blessures. Les scies circulaires à table portatives doivent elles aussi être équipées d'une cape de protection appropriée. Pour le débitage de pièces étroites, utilise les poussoirs pour ne pas avoir à approcher tes mains trop près de la lame. Ils sont là, toujours à disposition. Pour choisir le couteau diviseur, respecte les règles suivantes. L'épaisseur du couteau diviseur doit être inférieure à celle de la largeur de coupe, mais au moins égale à celle du corps de la lame. Veille à régler correctement la distance entre le couteau diviseur et la lame et sa hauteur. Voilà pour ce qui est des réglages de base de la scie circulaire à table. Voici une scie verticale à panneau. Tout d'abord, 3 points à respecter en matière de sécurité. Ce que beaucoup oublient, c'est qu'une scie verticale à panneau est également équipée d'un couteau diviseur. Veille toujours à ce qu'il soit en position de sécurité. La cape de protection doit elle aussi toujours se trouver en position de sécurité durant les travaux. Pour les petites pièces, utilise toujours un support adapté. Ainsi, tu éviteras qu'elle bascule. En tenant compte de ces précautions, tu peux utiliser la scie verticale à panneau en toute sécurité. Dans la grande famille des scies circulaires, mentionnons la déligneuse à bois massif. Donc le plateau massif est positionné sur la table, vous avez un guide parallèle pour définir la largeur à couper, et puis une butée transversale qui vient se glisser entre ces différents éléments en fonction de la longueur du plateau. Der doppelseitige Lamellenschutz garantiert gefahrloses und staubfreies Zuschneiden. On peut aussi mentionner la tronçonneuse à bois massif. Il existe plusieurs sortes de machines. La tronçonneuse à mouvement pendulaire, donc la lame se déplace vers l'utilisateur. On a ce mouvement qui peut faire penser à un balancier de pendule, d'où ce nom pendulaire. Une tronçonneuse à lame escamotable et oscillante, donc la lame va sortir du bâti de la machine, scier le bois et redescendre, soit par un mouvement circulaire comme ici, ou d'oscillation, là aussi avec un mouvement pendulaire. Toujours dans les tronçonneuses, on peut aussi mentionner la scie radiale qui, elle, va coulisser le long d'une poutrelle métallique. La machine a tendance quand même à venir rapidement vers vous. Il faut la retenir un petit peu et la repousser gentiment vers elle. D'accord ? Donc je vais allumer. Je viens pousser légèrement. Voilà. La main ici, bien à l'écart de la lame, pas trop près de la lame. Et je vais pouvoir pousser.
Je repousse bien jusqu'au bout. On peut aussi mentionner la scie à plaquage qui comprend un agrégat de sciage, une scie circulaire, qui est souvent suivi d'un agrégat de rabotage pour obtenir des joints de plaquage parfaitement propres. Quelle que soit la machine, les lames de scie circulaire sont des outils à mise rapportée. Donc les plaquettes sont la plupart du temps métal dur ou parfois en diamant polycristallin. En termes de relation entre le nombre de dents, la taille du copeau, le rendement et la qualité de coupe, ce qu'on peut dire c'est quand on a peu de dents, quand on est face à une lame de débitage, les copeaux qui seront enlevés par chacune de ces dents seront plutôt gros, ce qui va générer beaucoup de fendage préalable. Donc cette lame pourra très facilement rentrer dans la matière grâce au fendage préalable et le rendement sera bon. Par contre, la qualité de coupe, il n'y a pas de miracle, elle sera plutôt grossière. Du côté des lames de finition qui ont beaucoup de dents, la taille du copeau est plutôt fine. Vu que les copeaux sont fins, le fendage préalable est réduit. Qui dit peu de fendage préalable, dit effort de coupe important. Donc le rendement ici est plutôt faible. Par contre, la qualité de coupe est optimale. C'est également une lame qu'on pourra utiliser pour faire du panneau. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup plus de dents, ce qui fait que le copeau va être beaucoup plus petit. Et qui dit que copeau plus petit, dit bien sûr une qualité de finition nettement supérieure avec moins d'éclat. Une lame à angle d'attaque positif, où toutes les dents ont la même forme, est souvent utilisée pour du débitage de bois massif et de panneaux. Par contre, une lame à angle d'attaque négatif sera utilisée pour le sciage des métaux non ferreux comme l'aluminium, les profilés plastiques, et c'est typiquement la lame qui sera montée sur une scie à onglet et sur les scies à tronçonner pour des questions de sécurité. Tu dois donc veiller à ce que la lame soit recouverte après chaque coupe. C'est simple et efficace. En revanche, pour le calibrage, on utilise souvent des lames de scie circulaire dont la denture est en groupe, c'est-à-dire que les dents ont une forme et une fonction différente. Comme ici, par exemple, pour cette lame destinée à calibrer des panneaux plaqués bois, on a une denture ici en V, qui fera office d'araseur, qui délimitera la coupe et la rendra propre. Et puis là, on a une denture en biais, ou biaise, qui sera chargée de vider la matière, c'est-à-dire d'effectuer le travail de sciage. Et puis parfois, les araseurs, pour améliorer encore la propreté, auront une orientation neutre ou négative, ce qui va avoir pour effet de moins relever la matière et par conséquent de générer une coupe très propre. Sur les corps de lame de scie circulaire, vous avez déjà vu des fentes de tensionnage. Ces fentes de tensionnage, qu'elles soient rectilignes ou que ce soit des petits coups de laser très fins, sont là pour absorber les dilatations de la lame en cas d'élévation de sa température. Typiquement, quand le bois se resserre sur la lame, on a un échauffement qui pourrait provoquer une déformation de la lame. Ces fentes de tensionnage jouent aussi un rôle lors de la fabrication de ces lames. Lorsqu'on brase les plaquettes en métal dur sur le corps de la lame en acier, il y a une élévation de température qui pourrait là aussi provoquer une déformation de la lame. Donc ces fentes vont absorber ces déformations et l'outil reste bien plat. Et puis enfin, les pastilles qui sont parfois présentes en bout de fente de tensionnage sont là simplement pour réduire le bruit, le sifflement de cette lame lorsqu'elle tourne. Sur les lames de débitage, et plus particulièrement sur les lames de délignage, on a ce qu'on appelle un refouleur ou un limiteur de passe. On entend aussi le terme de limiteur de coupe. Il doit être en retrait de 1,1 mm au maximum par rapport au tranchant, comme pour les outils de fraisage. Son but, c'est limiter l'épaisseur du copeau, donc limiter la prise de matière trop importante, les rejets de pièces, les accidents. Le limiteur de passe, c'est ce que vous voyez derrière la dent, d'accord? Ça évite de trop prendre du copeau, là. Sur les lames de déligneuse, on a ce qu'on appelle des racleurs ou des dents balayantes. Leur but, c'est éviter le serrage du bois contre le corps de la lame. Lorsqu'on déligne, le bois a tendance à se serrer contre le corps de la lame et à générer de l'échauffement et pire encore des rejets de pièces. Et bien grâce à ces racleurs qui vont reprendre un petit peu de matière au cas où le bois se serre contre la lame, on évite ce genre de problème.
Au centre de la lame, on a ce qu'on appelle l'alésage, ce perçage qui reçoit l'arbre de la machine. Et ce perçage est souvent couplé à des entailles ou des trous qui recevront des ergots. Les ergots, c'est des pièces métalliques qui ressortent du flasque de la machine et qui évitent que la lame tourne dans le vide lorsqu'on arrête la machine. Des machines aujourd'hui qui ont des freins automatiques et qui génèrent des arrêts assez brutaux. Une fois que les deux ergots sont dans l'encoche et que l'alésage est bien dans l'axe, je vais remettre ma flasque. Alors je rappelle, je vais bien les mettre en face des deux petits ergots qu'on retrouve ici. Normalement, hop, vous voyez là je suis dans l'encoche. Je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon de ces différentes lames de scie circulaire, d'observer la forme de leurs dents et essayer d'identifier les matériaux pour lesquels elles ont été conçues. Pour la première, on voit qu'on a des limiteurs de passe, on a une denture plate, donc parfaitement d'équerre. Là, on est typiquement sur une lame de débitage et plus particulièrement de délignage. Cette éjection s'est produite parce que la lame était trop basse, que le guide longitudinal dépassait trop de la lame et que le couteau diviseur était trop mince. Plus la lame est haute et plus l'effort de coupe exercé vers le bas sur la table de la machine est important, ce qui réduit le risque d'éjection. Si tu dois déligner du bois massif, tu peux placer la lame à la hauteur maximale. Avec d'autres matériaux, des éclats risquent vite de se produire sur l'arête inférieure. Si tu positionnes la lame moins haut, tu obtiens une coupe propre. Mais le risque d'éjection est plus important, car l'effort de coupe est exercé vers l'arrière. Si le guide longitudinal et le couteau diviseur sont mal réglés, la pièce en bois massif peut se coincer et être rejetée. Règle le guide longitudinal pour qu'il dépasse d'environ 20 mm la lame. Ainsi, lors du débitage, le bois peut s'écarter et n'est pas rejeté par la lame. En respectant ces règles, tu pourras déligner sans problème du bois massif. C'est à toi maintenant. Attention à tes pouces et toujours les doigts repliés pour pousser la pièce à travailler. Tu vois, ça va tout seul. Pour du délignage, donc dans le sens de la fibre, on n'a pas besoin d'araseur. Par contre, pour du tronçonnage, là, on aura recours à une lame qui a une denture biaise et alternée. Donc, on parle d'alternance de biais tourné vers la gauche et tourné vers la droite. Donc, cette lame, on va l'utiliser pour le tronçonnage des bois massifs. Qui dit tronçonnage dit sciage transversal, donc en travers des fibres. Et pour inciser la fibre, on a besoin de cette pointe de dent qui va jouer le rôle d'araseur. Pour du délignage, on n'a pas besoin d'araseur. Donc une denture plate fonctionne très bien, puisqu'on est dans le sens de la veine, ça va tout seul. Par contre, pour du tronçonnage, donc un sciage en travers des fibres, on va utiliser une lame qui va inciser la fibre avec la pointe de sa dent. C'est pour cette raison que pour du tronçonnage, on va utiliser une lame à denture biaise et alternée, donc une alternance de biais à droite et à gauche. Des dents qui vont chacune jouer le rôle d'araseur. À l'aide de leurs petites pointes, elles vont trancher la fibre, l'inciser et ainsi générer une coupe propre avec un minimum d'éclat. Donc pour le tronçonnage des bois massifs, c'est la lame idéale. Veille à ce que ta cale anti-éclat soit toujours à peu près de la même hauteur que la pièce à travailler. C'est uniquement ainsi que tu pourras abaisser complètement la cape de protection et être sûr de garder tous tes doigts. Prends la pièce et positionne-la selon le trait. Et maintenant, enlève la pièce avec le poussoir. Et puis cette lame, vous l'avez reconnue, c'est la lame qu'on monte pratiquement tout le temps sur la Stribix, sur la scie circulaire à table, sur les machines portatives. En fait, c'est la lame universelle, c'est la bonne à tout faire, puisqu'elle est capable de tronçonner du bois massif, elle ira aussi très bien dans le bois massif de fil,
on pourra débiter des panneaux, même les calibrer. On n'aura pas une finition incroyable, mais ce sera passable. Et on peut même débiter des matériaux synthétiques. Une lame qui a une denture en V et biaise, donc on a une alternance d'araseur et de videur, est prévue pour des panneaux avec un revêtement bois, donc du plaquage bois. Ces araseurs en V avec leurs petites pointes sont vraiment parfaits pour inciser ce matériau qui est très fragile. Ici on a également une lame avec une denture en groupe, on a une alternance d'araseur en gouge et puis de videur en toit. Ce qui en fait une lame idéale pour les panneaux mélaminés et stratifiés, donc des panneaux qui sont revêtus de matière synthétique. C'est une lame qui irait aussi sur des panneaux plaqués bois, il n'y a pas de problème. Soulignons que cette denture en gouge, avec ses deux petites pointes, va inciser la matière, très fragile, et qu'en plus de ça, avec son tranchant affûté sur toute la hauteur, ces araseurs vont jouer un petit peu le rôle des dents balayantes qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que ces tranchants vont plus ou moins raboter le revêtement mélaminé ou stratifié sans le faire éclater. Donc on a une incision plus un rabotage latéral, ce qui génère une coupe très propre. Certes, la machine est simple d'emploi, mais la tentation est grande de passer les mains au-dessus de la lame derrière la cape de protection pour retenir la pièce. Regarde ce qui peut arriver si tu procèdes ainsi. Avant de commencer, revoyons les principaux réglages. Nous installons d'abord un support adapté. Assure-toi que le couteau diviseur et la cape de protection se trouvent bien en position de sécurité. Et rappelle-toi, ne passe jamais les mains au-dessus de la lame. Bien, voici la pièce à débiter. Une lame qui aurait une denture plate et trapézoïdale est une lame idéale pour débiter de l'alu, du corian ou des profils en matière synthétique tels que le PVC. Donc pour ces matériaux plutôt denses et durs, on va utiliser une lame qui n'est pas fragile. Ici, pas de petites pointes d'araseur fragiles, mais des dents bien bâties, des dents solides qui vont résister au choc contre ces matériaux très durs et très denses. En plus de ça, avec cette forme trapézoïdale, on a ici des dents qui vont rentrer progressivement dans la matière, depuis la pointe jusqu'à la largeur totale. Donc on a une incision progressive qui facilite la coupe dans des matériaux très durs. La dernière lame de ce tableau est en fait un inciseur. Donc cette première lame qui travaille en avalant, qui va inciser le revêtement mélaminé, stratifié ou plaqué bois, avant la coupe principale. Ici, on a un inciseur à denture conique. Cette forme de dent particulière permet en fait de régler la largeur de l'incision. Plus je monte la lame, et plus la largeur de l'incision devient grande. Alors cette possibilité de faire varier la largeur de l'incision a une grande importance, puisque suivant la lame qu'on montera sur la machine, on aura des épaisseurs variables. Donc en fonction de la lame montée, il faudra régler en hauteur cet inciseur pour qu'il prenne toujours un chouïa de plus que la lame principale. On l'avait déjà vu, cette incision qui est parfaitement propre parce que usinée en avalant ne doit pas être touchée par la lame principale. Donc celle-ci se faufile entre les deux arêtes générées par notre inciseur. Ici vous avez une petite fiche technique d'un fournisseur de lames où on voit clairement qu'avec un inciseur conique, on peut faire varier l'épaisseur des dents de 3,2 à 5 mm. Plus vous montez la lame, plus on est proche des 5 mm. Et puis aujourd'hui, on a un inciseur qui est quand même beaucoup plus pratique, qui est constitué de 2 pièces extensibles. C'est un petit peu comme les raineurs qu'on utilise sur la toupie. Il y a une vis ici qui permet de les écarter. Donc en 2 parties extensibles pour des rainures, donc des incisions de 2,8 à 3,6 mm. Ce qui permet toujours de régler l'incision par rapport à la lame qui était montée sur la scie circulaire.
Dans ce tableau, je vous propose de mettre en évidence 3 situations de coupe. On va commencer par une coupe longitudinale. Donc là, on est dans du délignage de bois massif. On compte environ, alors là je vous ai mis une moyenne qui n'est pas du tout un chiffre normalisé, mais une vingtaine de dents. Voilà les chiffres normalisés des fabricants, des lames qui comprendront 16 et 28 dents. Donc plutôt peu de dents pour cette situation-là. On aura uniquement des videurs, les araseurs, on l'a déjà vu, ça ne sert à rien, et puis l'angle d'attaque sera positif. Pour du tronçonnage, donc là on fait une coupe transversale, il faudra un petit peu plus de dents, je vous ai mis là aussi une moyenne, environ 40. En réalité les fabricants nous livrent des lames avec un nombre normalisé de dents, entre 36 et 54. Pour ces lames on aura des videurs forcément, et puis parfois des araseurs. Et puis au niveau de l'angle d'attaque, si on a des araseurs, l'inclinaison de ces araseurs sera neutre. Pour les panneaux, alors là on aura clairement beaucoup plus de dents, surtout si on va vers de la finition. Plus vous recherchez une coupe fine, sans éclat, plus on aura de dents. Là on aura des araseurs et des videurs, et puis leur angle d'attaque peut être positif, neutre, négatif, suivant le type de tranchant. Cette première lame, une lame de débit classique, enfin une lame standard, avec une denture alternée, on coupe dans un sens, on coupe dans l'autre, on coupe dans un sens, on coupe dans l'autre. Un angle de coupe de 15 degrés pour la dépouille, et cette fameuse alternance d'une dent à l'autre, c'est 10 degrés. Donc on a une lame de 315 de diamètre, une coupe qui a une voie de 3,2, le corps fait 2,2 mm, l'alésage au centre c'est 30 mm et elle a 48 dents. Donc là, on a le dessus. En général, il n'y a pas de souci. Mais également, regardez le dessous. Bon, c'est pas absolument net. On voit apparaître des petites zones blanches, un ou deux petits éclats. Mais je vous rappelle qu'on est sur la lame standard, avec une denture alternée et un angle d'attaque qui est un angle de coupe qui est assez important. Donc là, c'est la bonne surprise. Alors, la deuxième lame, vous pouvez voir que c'est le même type de dents. C'est une denture alternée. On remarque tout de suite qu'elle a beaucoup plus de dents. Vous pouvez voir aussi que l'angle d'attaque est moins important. L'angle de dépouille est plus important. Et l'alternance d'une dent à l'autre est également plus importante. Comme tout à l'heure, 315, 3,2 pour la voie, 2,2 pour l'épaisseur du corps, un alésage 30, mais cette fois-ci le double de dents, 96 dents. Sur le dessus, moi j'ai rien à dire. Et sur le dessous, c'est un petit peu mieux peut-être. Mais quoique là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, là juste devant mon doigt, on a un mini éclat. Moi, ça reste super, je suis vraiment étonné. Je ne m'attendais pas à un résultat si franc. Voilà, avec cette vidéo trouvée sur YouTube, je trouvais intéressant de voir qu'avec une lame à denture biaise et alternée, donc une lame standard, on est quand même capable de faire un boulot relativement propre. Ça, c'était le premier point. Puis le deuxième point, il y a cette recherche d'améliorer la qualité de coupe en prenant une lame qui a plus de dents et qui a un angle d'attaque réduit. Alors effectivement, dans la logique, c'est parfaitement correct. Plus vous avez de dents, plus l'angle d'attaque est réduit, moins ça génère d'éclats. Après, on a vu qu'en pratique, le résultat n'était pas franchement meilleur, mais l'idée était là. Après, pour obtenir une meilleure qualité de coupe, il faudrait avoir recours à une lame spécialement conçue pour les panneaux mélaminés. Donc là, il faudrait utiliser une lame avec une denture en gouge. Puis dernière chose pour l'outillage des scies circulaires, quelles sont les informations importantes pour la commande d'une lame? Alors ce sera le diamètre, forme de la dent, le nombre de dents, sens de rotation lié à la machine, diamètre de l'alésage aussi en fonction de l'arbre de la machine, l'angle d'attaque, largeur de coupe et la qualité du tranchant. En guise de synthèse, je vous propose deux activités. La première, un traditionnel petit caout. Celui-là est pas si petit, il y a quand même 48 questions sur les machines et les outils de sciage.
Deuxième activité, c'est la dernière feuille du même dossier que vous avez utilisé jusqu'à présent, un questionnaire sur l'acier à ruban et l'acier circulaire.